qualité des soins, quel contenu dans un pays en voie de développement. Monsieur le directeur général, Monsieur le président, mon assistance, bonjour. Donc, en guise d'introduction un peu générale au sujet, on va essayer de replacer la notion de qualité des soins dans le contexte qui est le nôtre. Un pays en voie de développement, c'est une notion qui est familière, mais qui est un peu connotée idéologiquement. Il est préférable et plus opérationnel de parler de pays à revenus faibles ou intermédiaires, et on est dans un pays à revenus intermédiaires, même si on est dans la tranche haute, et on voit bien qu'on est dans la zone orange, et c'est un contexte duquel on ne peut pas s'extraire. Avec nos un peu plus de $300 par an par tête d'habitant de dépenses de santé, on ne peut pas avoir la même notion de qualité que des pays qui dépensent $2500 par habitant ou plus. C'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit quand on se penche sur des questions comme celle de développer des soins de qualité. Et on voit bien qu'on est coincé dans cette zone pour longtemps encore. Les projections à l'horizon 2030, on sera toujours au même point. D'accord. Et même, peut-être, si on est optimiste, en 2050, on sortira de la tranche des moins de $400, mais on sera toujours 2 tranches en dessous des pays développés. Donc, c'est dire qu'on ne peut pas réfléchir à la qualité de soins de la même façon que ces pays-là. Des pays qui ont des capacités de régulation plus importantes que nous, qui ont des arsenaux réglementaires qui sont beaucoup plus étoffés que nous, qui ont aussi des sociétés civiles beaucoup plus organisées que la nôtre. Alors, ce qui caractérise ce type de pays dont on fait partie, c'est que, après avoir connu une espèce d'âge d'or, où on a enregistré des résultats qui étaient très bons, puisqu'on a connu, au fil des dernières décades, une augmentation progressive des dépenses de santé, en même temps qu'il y a eu, du fait d'une amorce de développement, une amélioration des déterminants non médicaux de la santé, comme les conditions socio-économiques de façon générale, l'éducation des populations, les conditions d'hygiène, et en même temps qu'il y a eu un développement des structures avec une amélioration de l'accès aux soins et à certains services de santé de base. Donc le résultat, c'est qu'il y a eu des millions de vies sauvées et un net recul de la mortalité par maladie infectieuse. Cependant, ces succès, on n'a pas pu les rééditer quand il s'agit d'affronter de nouveaux problèmes émergents qui étaient les maladies non transmissibles, la même transition épidémiologique. Donc, dans ces maladies, la mortalité, au mieux, elle stagne, voire elle augmente. Et bien sûr, les populations les plus fragiles, les plus défavorisées subissent les plus mauvais résultats, malgré que ces pays continuent à fournir des efforts pour améliorer la situation. Donc, il apparaît que la stratégie qui a fonctionné pour lutter contre les maladies infectieuses du passé ne suffit pas pour atteindre les objectifs sanitaires et de développement durable. La difficulté, c'est que ces nouvelles pathologies émergentes, elles nécessitent beaucoup plus que ce qui marchait par le passé, c'est-à-dire des consultations, simplement une consultation pour traiter une infection, une maladie infectieuse ou une diarrhée infantile par exemple, avec l'administration de traitements médicamenteux codifiés, distribués de manière organisée, comme le traitement antituberculeux par exemple. Donc, ces pathologies nécessitent des soins à la fois hautement qualifiés, c'est-à-dire des personnels mieux formés, mais surtout des soins transversaux et intégrés. Intégrés, c'est-à-dire que tous les intervenants doivent fonctionner de manière cohérente et coordonnée. Et là, on a énormément de problèmes. Et de même que ces soins transversaux et intégrés
sont nécessaires pour faire face aux nombreux défis, ils sont également nécessaires pour faire face, pour réduire la mortalité résiduelle qui est due aux anciens problèmes comme les affections maternelles et infantiles et les maladies infectieuses qui continuent de poser des problèmes. Donc, si l'amélioration des résultats sanitaires, c'est-à-dire la longévité, la qualité de vie, les capacités fonctionnelles des individus est une condition sine qua non pour le système de santé, en plus de la meilleure santé, avoir accès à une source fiable de soins de santé procure à la population un sentiment de sécurité et de confiance. De ce fait, le système de santé fonctionne également comme des institutions sociales clés qui sont en même temps influencées par les normes sociales et qui contribuent à façonner les normes sociales. Donc, elles sont capables de promouvoir ou d'éroder la confiance publique, c'est-à-dire la confiance de la population dans les institutions publiques. Ce qui fait que, comme les conditions évoluent, les conditions sociales évoluent, les systèmes de santé ne peuvent pas être statiques, ils doivent s'adapter à l'évolution des besoins sociaux. Donc, il apparaît clairement que l'accès aux soins, qui était la notion fondamentale qui structurait le développement des systèmes de santé, bien que nécessaire, n'est pas suffisante et que la bonne qualité des soins est indispensable pour améliorer les résultats. Mais des soins de qualité, c'est quoi? Alors, les soins de qualité, c'est des conceptions différentes en fonction des acteurs. Pour les professionnels, même s'ils admettent que la relation médecin-malade est importante, etc., pour eux, d'un soin de qualité, c'est un soin qui répond à des normes d'excellence technique. Pour les usagers, les soins de qualité se traduit par leur niveau de satisfaction. Ça, c'est une notion qui est importante, mais qui ne peut pas suffire à définir des soins de qualité parce que du fait de l'asymétrie d'information qui existe, c'est-à-dire que les malades sont beaucoup moins informés que les médecins, ils ne sont pas bien outillés pour juger de la qualité des soins, donc ils peuvent être satisfaits malgré qu'ils reçoivent des soins de qualité médiocre. Et inversement, ils peuvent ne pas être satisfaits même si les soins sont de bonne facture. Donc, c'est des paramètres qui sont complexes à cerner de prime abord. Pour les bailleurs de fonds, c'est autre chose. Les soins, la notion de qualité, se traduit par une utilisation optimale des ressources, c'est-à-dire des notions à la fois de qualité et d'efficience, et la qualité de soins, dans ce cas-là, intervient dans la maîtrise des coûts. Alors, si on traduit la notion de qualité à l'échelle de tout le système de santé, en fonction de ce qu'on a déroulé, c'est des soins, un système de santé de haute qualité, ce serait un système qui optimise les soins de santé prodigués dans un contexte donné, la notion de contexte est capitale, qui assure de manière régulière, pas de manière aléatoire, des soins qui améliorent ou maintiennent les résultats de santé, qui réussit à gagner l'estime et la confiance de toute la population, et qui répond aux besoins évolutifs de cette population. Donc, là je vous présente un modèle d'architecture d'un système, de ce que serait un système de haute qualité. Donc, vous avez là les fondements de ce qui constitue oui, les fondements de ce qui constitue un système de santé, donc on est habitué aux plateformes, c'est-à-dire toutes les structures, c'est l'infrastructure sanitaire précisément, les ressources humaines, on comprend ce que c'est, les effectifs, les personnels par catégorie, leurs aptitudes professionnelles et le soutien dont ils bénéficient en matière de conditions de travail et de motivation, les outils également. C'est les équipements, les médicaments et aussi les données qui sont générées par le système. Mais intervient aussi le mode de gouvernance, c'est-à-dire la politique sanitaire du pays, la qualité de la couverture sociale de la population et aussi la mise en œuvre de l'intersectorialité.
intervient aussi la population avec ses besoins, mais aussi ses attentes en matière de santé. Donc ce système-là sert à conduire des processus de soins qui, du point de vue de la qualité, doivent être compétents, c'est-à-dire qu'ils doivent répondre à des normes, à des normes qui obéissent aux données actuelles de la science et qui sont donc basées sur les preuves scientifiques, et qui doivent générer un sentiment de vécu positif par les usagers. Donc, ça, c'est pas seulement une exigence morale éthique pour les professionnels, c'est parce que le vécu des patients intervient aussi pour l'adhésion de la population à la mise en œuvre des politiques de santé, et ça peut même être un problème, comme on le voit dans les politiques de vaccination, quand il y a une perte de confiance chez la population, eh bien, ça finit notamment, comme on l'a vu récemment, par les cliniques jaunes. Donc, ces deux paramètres qui concernent les processus de soins, s'ils sont de qualité, génèrent des impacts, d'abord en termes de santé, puisqu'ils donnent une meilleure santé de la population, ils génèrent de la confiance dans le système, ils génèrent aussi des bénéfices économiques. Les bénéfices économiques, c'est d'abord avoir une population d'adultes valides aptes à travailler, mais c'est aussi le fait qu'un système de qualité réduit les gaspillages dans le système et aussi évite d'arriver à des niveaux de dépenses de santé catastrophiques suite à une mauvaise régulation entre le système public et privé et donc à des dépenses de santé non couvertes par la couverture sociale. Donc, les principes, il y a 4 principes qui régissent ce système. C'est un système qui doit être pensé pour la population. Il doit être équitable, c'est-à-dire que le soin ne devrait pas dépendre de la condition sociale des différents sous-groupes de population. Le système doit être résilient, c'est-à-dire qu'il doit faire face non seulement aux défis du quotidien, mais aussi être capable de continuer à fonctionner, de faire face aux besoins fondamentaux, même quand survient un problème émergent, comme une situation épidémique inhabituelle, comme ce fut le cas pour le choléra récemment chez nous, ou comme c'est le cas pour Ebola dans la région centrafricaine. Et c'est un système aussi qui doit être efficient du point de vue des dépenses engagées. D'accord. Donc, qu'en est-il de la qualité des soins dans le pays à revenus faibles et moyens? Donc, il y a du fait que dans nos pays, on a tendance à documenter volontiers ce qui marche bien que ce qui ne marche pas, il y a très peu de données. Mais il y a des estimations qui sont faites au niveau mondial et qui concluent qu'il y a 8 millions de décès par an en raison de soins de mauvaise qualité, avec des pertes économiques absolument faramineuses. Donc, alors, pour accélérer, donc je passe, il y a des estimations des niveaux de mortalité par pays. Ils sont imputables directement aux soins de mauvaise qualité. Et les soins de mauvaise qualité, donc ces résultats négatifs, pour une part, c'est le problème d'accès aux soins. Donc on voit la proportion des problèmes dus au problème d'accès aux soins, mais ça peut être également le fait des soins de mauvaise qualité. On voit ici la distribution qui est significative. Donc on a pu aussi, de manière, avec ces évaluations, estimer dans la région Afrique du Nord par exemple, les décès directement provoqués par les soins de mauvaise qualité, ainsi donc les soins de mauvaise qualité et les soins évitables donc par ces problèmes. Donc il y a des indicateurs qui ont c'est des études fragmentaires qui sont faites dans des groupes de pays ou certains pays qui ont montré que, bref, pour résumer et pour aller vite, qu'on avait de mauvais résultats. Maintenant, la qualité est essentielle
Donc, elle doit être mesurée, parce que mesurer la qualité des soins et en rendre compte est essentiel pour la responsabilisation des gouvernements et des prestataires et pour améliorer les résultats. La difficulté, c'est que le système de santé met en jeu des processus complexes et multiples. D'où le problème est que c'est de produire des données qui sont très nombreuses, puisqu'elles peuvent être multipliées à volonté, et qui vont alourdir le système d'information, le rendre plus coûteux, sans pour autant fournir des informations pertinentes. Donc, qu'est-ce qui devrait être mesuré? C'est ce qui compte le plus pour la population, c'est d'avoir la compétence des soins, c'est-à-dire le fait qu'ils répondent aux normes, les résultats cliniques, et l'expérience de l'utilisateur et leur confiance dans le système, et aussi les questions financières, le niveau de protection financière et l'équité. Et ces données devraient faire le sujet d'un compte rendu annuel, c'est sorti de la plateforme, c'est ce dont on avait des enfants chez nous, c'est les comptes nationaux de la santé qui doivent être présentés et évalués. Donc, et pour arriver à ça, les pays doivent investir dans des systèmes d'information fiables. Alors, l'évaluation seule, produire des mesures, ne suffira pas à améliorer si on n'est pas capable d'utiliser ces données et pour effectuer les changements nécessaires. Mais pour faire des changements, la nature même du système de santé, qui est un système complexe et adaptatif, c'est-à-dire qui résiste au changement, fait que si on applique des correctifs au niveau local, on a peu de chance, si on agit à ce niveau local, d'influencer sur la performance de l'ensemble du système. Or, le plus souvent, on met en œuvre des programmes de modification des comportements des personnels par rapport à une réaction donnée dans un programme donné. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une démarche globale. Et ce type d'entreprise a un effet modeste et surtout elle est difficile à maintenir sur la durée. Donc, pour parvenir à un système de santé de bonne qualité, il faut agir par des méthodes structurelles qui touchent les bases du système. Donc, ça devient en fait un problème technique, mais aussi politique. Bon, donc je passe sur un certain nombre de mesures qui sont de nature politique pour faire vite. Donc, la qualité n'est pas une activité marginale ou optionnelle du système, encore moins quelque chose qui soit réservé à une minorité, mais doit constituer l'essence même du système de santé. Utiliser dans nos pays des ressources limitées pour augmenter l'accessibilité des soins en multipliant les centres anti-cancer, par exemple, sans être en mesure de garantir la qualité des soins, est une démarche un peu dispendieuse, mineuse, inefficace, en plus d'être non éthique. Améliorer la qualité des soins nécessite des actions politiques et non seulement techniques, et l'impose des réformes structurelles, et là, c'est pas pour politique, parce que c'est introduit quelque chose d'absolument fondamental, c'est la notion de responsabilisation des acteurs. C'est la conclusion d'un rapport très sérieux fait par un groupe de travail international sur la qualité des systèmes, de santé à l'ère du et qui a un soutien par la circonstance spécifique. Il insiste sur la nécessité d'une révolution. Donc, les pays seront puissants sur la voie d'un système de santé de haute qualité lorsque les professionnels de santé et les politiciens choisiront eux-mêmes de recevoir des soins dans leur propre établissement public ou santé. Je vous remercie. Merci beaucoup. Très bien compris le message par la phase de la conclusion. On va donner la parole à M. Lannick.